Bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. C'est une candidature synonyme de trait d'union entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe. La candidature commune du Maroc, de l'Espagne et du Portugal pour abriter la Coupe du monde de football en 2030 poursuit son bonhomme de chemin. Les trois pays renforcent leur coordination pour se donner les meilleures chances de succès face aux candidatures concurrentes. Le Portugal se dit fier de candidater avec ses voisins marocains et espagnols alors que l'UEFA apporte donc son soutien à ce dossier. L'occasion pour faire le point sur l'évolution de cette candidature avec des questions d'actualité qui s'imposent. Comment le Maroc, désormais leader du football africain, depuis sa prestation au dernier mondial, représente-t-il une opportunité pour cette candidature euro-africaine? Quels sont les progrès à réaliser pour être fin prêt, surtout être au même niveau de préparation que les autres parties prenantes de ce dossier? Sur le plan sportif, comment accompagner la notoriété de cette candidature? Ces questions et bien d'autres seront évoquées au cours de cette émission avec nos deux invités. Il s'agit de Aziz Daouda, il est le directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Avec nous depuis Rabat. Bonsoir à vous, Aziz Daouda. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis Casablanca, notre confrère Karim Droné, journaliste sportif au groupe Ecomédia et créateur du site sportpro.ma. Bonsoir à vous, Karim Droné. Bonsoir Si Oumar, bonsoir Si Aziz, c'est toujours un plaisir de partager quelques instants avec vous en direct donc sur Média TV. Le plaisir est partagé. Toutes ces questions que j'ai évoquées tout de suite vont être évoquées avec vous et c'est dans un instant. Alors, je commence directement avec Aziz Daouda sur cette actualité, à savoir le soutien apporté par l'UEFA. L'UEFA, donc, c'est l'Association sportive footballistique européenne, l'équivalent de la CAF en Afrique. Alors, vous êtes dans le monde de l'athlétisme, mais cela n'empêche que c'est des organismes qui ont peut-être des fonctionnements assez similaires. En quoi le soutien de l'instance footballistique européenne peut être un véritable boost pour cette candidature? Je dirais que ce soutien est extrêmement important dans la mesure où auparavant, une année carrément auparavant, avait fuité une information comme quoi l'UEFA n'était pas favorable à une candidature partagée entre l'Afrique et l'Europe. Mais je pense que l'actualité faisant et les développements faisant, l'UEFA ne peut plus ne pas supporter cette candidature dans la mesure d'abord où elle concerne deux pays européens et un pays africain, mais aussi dans la mesure où c'est pour elle une occasion de prouver encore une fois que les valeurs du sport outrepassent les valeurs politiques, géographiques, etc. et que cette candidature va beaucoup plus enrichir le football mondial et partant donc bénéficier également au football européen que le contraire. Donc ce soutien est fondamental. Cela veut dire que l'ensemble des pays européens va s'aligner derrière l'Union pour voter pour cette candidature, sachant bien, il faut le rappeler peut-être que c'est lors de l'Assemblée générale de la FIFA que le vote se passe et que tous les pays votent. C'est la deuxième fois que ça va se passer ainsi, puisqu'auparavant, c'était le bureau exécutif de la FIFA qui en décidait. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale et chacun des pays dispose d'une voix pour voter pour ou contre telle ou telle candidature. Et donc, c'est une opportunité qui s'ouvre. Alors, si vous additionnez maintenant sur un plan comptable pur et simple le soutien africain, les 54 pays africains membres de la FIFA, et les pays européens membres de la FIFA, cela donnerait déjà une avance assez importante à ce dossier. Une avance donc qui pourrait faire dépasser donc la centaine de voix. Alors, Karim Droné, vous suivez le football au Maroc et en Afrique. Qu'en est-il du soutien africain à cette candidature, notamment de la CAF? Écoutez, je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir que le Maroc ait retrouvé sa place dans l'instance panafricaine donc de football, avec notamment la présence de Fouzi Lekja,
qui a fait un travail remarquable depuis quelques années et qui maintenant a véritablement un fauteuil bien ancré au sein de l'instance. Je pense aussi que c'était tout à fait logique que l'Afrique soutienne la candidature marocaine, et c'est une candidature tripartite avec l'Espagne et le Portugal. Et pour rejoindre un petit peu ce que disait Aziz Daouda tout à l'heure par rapport au soutien apporté aujourd'hui par l'UEFA, l'instance du football européen, moi je trouve que c'est tout à fait logique et ce n'est que mérité que l'UEFA vienne soutenir aujourd'hui la candidature du Maroc avec l'Espagne et le Portugal, parce que vous savez ce que le football africain a apporté au football européen, ce n'est qu'un juste retour des choses de voir aujourd'hui que les Européens nous apportent leur soutien, parce que leur championnat en Europe ne serait pas du niveau qu'il est aujourd'hui sans la présence des joueurs africains. Alors, Aziz Daouda, sur un plan purement, disons, organisationnel et parlons même d'infrastructure, on sait que quand on prend l'exemple de la Confédération africaine d'athlétisme, on a cette habitude de participer aux grands événements sportifs, je pense aux Jeux olympiques entre autres, et l'Afrique n'y va pas seulement pour faire de la figuration. Je pense que quand on parle d'athlétisme, on pense d'abord à l'Afrique. Habituellement, comment booster ces dossiers de candidature, soit de pays africains ou de pays que les pays africains soutiennent? Quelles sont, entre guillemets, les coulisses qu'il faut aujourd'hui maîtriser pour avancer à pas sûrs dans cette conquête de l'organisation de cette Coupe du Monde 2030? D'abord, il faut anticiper les choses parce qu'on sait, ou presque, qu'il y aura une candidature sud-américaine. Il se peut également qu'il y ait aussi une candidature asiatique pour cette Coupe du Monde. Et donc, cela compliquerait les choses, mais les atouts de cette candidature sont multiples. D'abord, il s'agit, que vous venez de le souligner, d'un pays performant, qui est le Maroc en Afrique et qui est aujourd'hui le porte-drapeau du football africain, après sa prestation au dernier mondial au Qatar. Vous avez l'Espagne, qui est connue pour être le pays du football. Bon, il n'est pas le seul, mais c'est l'un des plus grands, des plus influents en Europe. Vous avez le Portugal, qui est le berceau d'un football historique et d'un football qui a produit de très grandes stars. Il faut penser à l'histoire du Portugal avec les grands joueurs qu'il a eu, Eusebio, je ne citerai que cela, enfin. Luis Figo, entre autres. Etc. Et Vigo, etc., etc. Donc, ça n'est pas une candidature qui est isolée du monde du football. C'est une candidature d'un monde du football, du véritable monde du football. Pour l'Afrique, c'est le Maroc qui représente cette évolution extraordinaire du football africain, parce que la dernière participation africaine en Coupe du Monde a été exceptionnelle à tout point de vue. Toutes les équipes, même celles qui n'ont pas eu la chance d'aller très loin dans la compétition, ont montré un niveau exceptionnel, encadré par des Africains, ce qui n'est pas anodin, ce qui est remarquable. L'Espagne n'a pas été ridicule non plus, le Portugal non plus. Donc c'est de grandes nations du football où le football constitue un véritable levier de développement et un véritable levier économique. Et donc cette candidature qui est à tout point de vue exceptionnelle n'est pas là uniquement pour servir le football. Le football est servi automatiquement puisqu'il s'agit de football. Mais elle va servir aussi le raffermissement des liens entre les deux continents et un retour à une normalité, disons, de ces relations qui, notamment au 19e et au début du 20e siècle, étaient un peu compliquées par la colonisation, par certains aspects, disons, et certaines contingences historiques qui faisaient qu'il y avait beaucoup plus d'antagonisme que de complémentarité et de coopération. Aujourd'hui, ce qui se passe entre le Maroc et l'Espagne, ce qui se passe entre le Maroc et le Portugal est à tout point de vue très encourageant pour un avenir meilleur pour les deux nations et à travers ces nations, les trois nations, et à travers ces nations, pour l'Europe du côté européen et pour l'Afrique du côté marocain. En tout cas, il faut dire que sur le plan politique, tout va à merveille, en tout cas tout roule à merveille dans le contexte actuel entre ces trois pays. D'ailleurs, la semaine dernière, le Maroc et le Portugal ont tenu leur réunion de haut niveau, sanctionnée par donc, cette réaffirmation par le Portugal de donc, sa fierté de faire partie de ce trio donc, pour conquérir cette candidature. Alors, Karim Droné, sportivement, on sait qu'actuellement, le Maroc brille, mais sportivement, d'ici au choix du pays organisateur, comment le Maroc peut-il se préparer à booster sa participation dans cette candidature? Je crois qu'il faut continuer à surfer, comme le disait tout à l'heure Aziz, sur la vague du succès des Lions de l'Atlas au Qatar.
Alors, il va falloir beaucoup travailler sur ça, sur cette image, notamment de ce football conquérant, ce football accompli. Mais il faut surtout éviter tous les dérapages. On l'a vu dernièrement, notamment avec cette tragédie qui s'est produite à côté du complexe sportif Mohamed V avec le décès d'une jeune supportrice du Raja. Ça a eu un écho assez négatif en Europe et notamment en France où l'agence France Presse a tout de suite relayé l'incident et a fait allusion sans plus tarder à cette candidature tripartite dans laquelle on retrouve le Maroc. Alors, il faut absolument ne pas commettre d'erreurs, continuer à travailler en profondeur sur l'image et l'organisation donc de cette Coupe du Monde 2030. Et puis, je voudrais même rappeler aussi que le Maroc a organisé de main de maître le Mondialito, le Mondial des clubs, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je pense qu'on a des atouts à faire valoir en termes d'organisation. L'organisation marocaine, on peut la maîtriser. Attention à bien maîtriser aussi nos supporters. Donc, ce sont d'ailleurs des aspects qu'on va évoquer tout à l'heure. Si on reste sur le côté infrastructure, Aziz Daouda, vous êtes du monde de l'athlétisme, mais je ne connais pas quelqu'un de plus que vous qui s'intéresse au football et qui sait décrypter l'actualité footballistique. Karim Droné ne me démentira pas à ce propos. Il évoquait à l'instant les infrastructures que le Maroc abrite, avec lesquelles le Maroc a organisé le dernier Mondialito. Casablanca, Marrakech, Agadir, Rabat, Tanger, entre autres. Alors, mais est-ce que pour le Mondial 2030, on ne serait pas obligé à passer à des infrastructures nouvelle génération par rapport à ce qui existe actuellement? Non, il faut déjà dire que ce trio candidat est fin prêt aujourd'hui même, demain, à recevoir une Coupe du Monde. Les infrastructures existantes aujourd'hui sont déjà aux normes de ce qu'exige la FIFA et aux normes de ce qui se fait de mieux au monde. Karim vient de rappeler que le Maroc a abrité tout récemment le mondial et tout, la Coupe du Monde des clubs, mais il faut rappeler que le Maroc a été sollicité pour l'organiser, sachant justement que ces infrastructures étaient fin prêtes et qu'elle n'a eu qu'un mois, que 4 semaines pratiquement pour préparer une compétition qui est exactement sur le plan organisationnel du niveau d'une Coupe du Monde. Le public marocain a montré aussi lors de ce mondialito qu'il était à la hauteur des grands événements, puisque ça s'est passé d'une façon extraordinaire. Tout le monde a relevé le grand succès de la compétition. L'Espagne aussi est toute prête. L'Espagne, tous les dimanches, tous les week-ends, enfin toute la semaine, l'Espagne nous montre ses beaux stades et sa capacité à organiser des matchs de football. Le Portugal aussi. Ce sont des pays du football, ce sont des pays qui respirent le football. Donc, bien évidemment, d'ici 2030, beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses vont s'améliorer. Et les exigences de la FIFA seront certainement un peu plus élevées que celles d'aujourd'hui, sur le plan de la technologie notamment, sur le plan des fluidités, sur le plan des fluidités des circulations sur les stades, autour des stades, etc. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un monde qui est en progrès, qui progresse d'année en année. Et donc, d'ici à 2030, beaucoup de choses vont s'imposer d'elles-mêmes. Et je pense que le Maroc, l'Espagne et le Portugal seront fin prêts et qu'il n'y aura aucun problème sur ce plan. Il y aura donc pas de souci sur le plan des infrastructures. Alors, je vais rester toujours sur l'aspect sportif avec Karim Droné. Quand on voit, comme le disait tout à l'heure Aziz Daouda, l'Espagne est par excellence le pays du football, le Portugal l'est également. Le Maroc est aujourd'hui premier sur le plan africain en termes de classement FIFA. En termes d'organisation, parce que tout le monde, d'ailleurs, il y a cette finale de la CAN des U17 qui doit se jouer et où l'on met en avant l'arrivée en finale de deux pays qui ont misé sur la formation, à savoir le Sénégal et le Maroc. Toujours sur ce plan d'émergence ou d'essor de talent, comment s'y préparer par rapport au Mondial 2030 ? Écoutez, si vous parlez de l'équipe nationale, je pense qu'elle est bien prise en main déjà par Walid Regragui, qui a fait ses preuves et qui continue à travailler ce travail de fond, de détection aussi de jeunes talents, parce que d'ici 2030, il va falloir la rajeunir aussi cette équipe. Mais je pense qu'on a tous les atouts, à l'image donc des U17 qui vont disputer cette finale de la CAN donc vendredi prochain face au Sénégal. À l'image aussi de notre football féminin, faut pas l'oublier. Qualifié donc pour la prochaine Coupe du Monde en juillet prochain qui aura lieu donc en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc il y a un travail de fond qui a été mis en place depuis plus d'une dizaine d'années par le président Legja et on en voit aujourd'hui les premiers fruits, je dirais, après
donc la demi-finale au Mondial Qatari. Aujourd'hui, donc avec cette place en finale des U17, avec notre adhésion, notre ticket donc obtenu pour le Mondial féminin, je pense qu'il y a un travail en profondeur qui a été fait. Et d'ailleurs, la FIFA l'a relevé à l'occasion de la Coupe du Monde. L'Académie Mohamed VI, par exemple, est un exemple, un fleuron justement de la formation. Aujourd'hui, on a pu avoir des joueurs comme Nesri qui sont issus donc de cette académie et qui s'élèvent au plus haut niveau. C'est le cas de le dire d'ailleurs pour quelqu'un qui peut sauter jusqu'à 2,78 m, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, je voudrais également souligner aussi l'excellence du centre Mohamed VI de Marmora, qui est reconnu maintenant par toute la planète football comme étant vraiment un centre aux standards internationaux, à l'image un petit peu de ce qui existe en France avec Clairefontaine. Donc on a tous les outils aujourd'hui et on a aussi l'encadrement qui est là, qui est présent. Et on a aujourd'hui de plus en plus d'entraîneurs qui ont tous les diplômes de la FIFA pour pouvoir exercer au plus haut niveau. Et ça, c'est vraiment très encourageant. C'est très encourageant. Aziz Daouda, qui dit candidature commune dit que chaque parti peut influencer l'autre. Quelles sont les influences positives ou quelles sont, allez, parlons de partage d'expérience ou échange d'expérience que chaque parti, Maroc, Espagne, Portugal, peut donner à l'autre? En quoi les autres peuvent inspirer le Maroc et vice-versa? D'abord, il y a un phénomène exceptionnel, enfin, qui va paraître au grand jour maintenant, c'est la complémentarité historique dans la région. Il ne faut pas oublier que l'histoire de cette région a été commune pendant très longtemps, pendant quasiment 7 ou 8 siècles où les trois pays ont constitué quasiment le même empire, où partie de ces pays ont constitué quasiment le même empire pendant très longtemps, et que la civilisation méditerranéenne a connu son apogée, notamment dans cette région, par les efforts des habitants des deux rives. La civilisation andalouse, etc., sont le fruit de cette connexion qu'il y a eu entre le sud de la Méditerranée et le nord de la Méditerranée, notamment dans sa partie occidentale. Donc, c'est des éléments qui vont réapparaître, que le monde va redécouvrir. Il va redécouvrir les similitudes de certaines habitudes en architecture. Ils vont retrouver justement cette complémentarité, ce qui est exceptionnel et ce qui va enrichir la Coupe du Monde au plan culturel. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde, c'est des matchs et des rencontres de football, bien sûr, du public, etc. Mais c'est aussi beaucoup d'échanges entre les gens, le public, et beaucoup d'images qui rayonnent dans le monde entier et qui vont justement faire apparaître cette complémentarité. Bon, maintenant, sur le plan technique, chacun des trois pays a une expérience réussie. Le Maroc est connu pour réussir les organisations internationales qu'il abrite, le Portugal aussi et l'Espagne aussi. Les trois pays sont des pays de tourisme, donc des pays qui ont l'habitude de recevoir des touristes de toutes parts du monde et dans des nombres, des effectifs assez importants. Donc, ils n'ont pas de problème à recevoir. C'est des pays où la générosité est de mise. Ce sont des Méditerranéens pure souche. Donc, le monde va découvrir justement tous ces atouts, mais et va les comprendre dans une certaine complémentarité. Et c'est ça qui fait de cette candidature une exception. Ça ne peut pas se passer ailleurs dans le monde. Il n'y a que dans cette partie du monde où deux continents se retrouvent ainsi et sont dans une complémentarité historique et aujourd'hui d'actualité sur le plan économique, sur le plan politique, etc. En tout cas, sur le plan économique, il faut en parler. Là, qui dit football parle de business. Le football est devenu plus que du sport uniquement. Karim Droné, vous en savez quelque chose. Allez, parlez-nous des retombées en termes de business qui peuvent être attendues de cette candidature commune euro-méditerranéenne ou bien euro-africaine pour le Mondial 2023. Écoutez, c'est une évidence que dans les prochaines décennies, l'Afrique sera un formidable espoir de développement aussi pour les Européens. Il faut aller vers l'Afrique aujourd'hui, on y va vers l'Afrique aujourd'hui de plus en plus. Et justement, cette Coupe du Monde 2030 est aussi l'occasion de défendre toutes les potentialités du continent africain avec justement des interconnexions, comme le disait Aziz Daouda, qui sont très fortes, historiques, culturelles, je dirais même aussi gastronomiques, entre le sud de la Méditerranée et le nord de la Méditerranée. Donc aujourd'hui, il y a un véritable potentiel, et ça, vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, la FIFA aussi regarde ce côté-là, ce côté merchandising, marketing. Est-ce que ce marché potentiel qui existe aujourd'hui entre le continent européen
et le continent africain peut matcher sur le plan des recettes publicitaires notamment et sur les marchés à venir pour les différents sponsors de la FIFA. Ben, je pense que sincèrement, oui, ça peut matcher. Et je pense qu'on a beaucoup d'atouts à faire valoir. Et puis n'oublions pas aussi que nous avons des ambassadeurs qui sont un petit peu disséminés partout dans le monde et qui vendent justement le potentiel à la fois du Maroc et de l'Afrique. Je pense notamment à Cristiano Ronaldo, le Portugais, qui est aujourd'hui installé financièrement, qui a investi donc à Marrakech par exemple. En tout cas, c'est des connexions qui faciliteront certaines jonctions, notamment en termes de promotion de cette candidature. Alors, on a parlé de tout ce qui fait le bien de cette candidature. En termes de craintes, s'il y avait des craintes sur lesquelles Karim Droné a parlé tout à l'heure, à faire attention à ne pas prêter le flanc à ce qu'on s'arrête sur des choses liées aux supporters, entre autres. Alors, si vous aviez à souligner des points, des pièges à éviter sur cette candidature, quels sont ces pièges-là, Aziz Daouda? Si vous me permettez, d'abord, moi je fais un distinguo entre le public de la Coupe du Monde et le public des clubs. Le public des clubs est un public passionné, qui aime le football à sa façon, qui en fait n'aime pas le football en tant que tel, mais qui est dans l'idolâtrie d'un club ou de certaines couleurs et qui est capable d'aller aux excès. Ces choses-là, nous ne les rencontrons pas avec les équipes nationales. Pardon ? Je dis, c'est les fameux ultras qu'on rencontre partout. Entre autres. Ces phénomènes-là, on ne les retrouve pas dans les équipes nationales. Heureusement, d'ailleurs, nous avons vu comment ça se passe lors des matchs internationaux. Il est rare qu'il y ait des problèmes. Nous avons vu comment les gens se sont entremêlés au Qatar et au contraire, il y avait une très bonne ambiance et les gens se chambraient entre eux, etc. Mais s'amusaient beaucoup plus qu'ils n'étaient dans l'antagonisme. Je voudrais juste souligner un point extrêmement important. C'est que cette Coupe du Monde de 2030 va coûter moins cher que les autres, dans la mesure où l'investissement est divisé par 3. C'est-à-dire que le coût de la Coupe du Monde va être supporté par les 3 pays. Donc, au plan de l'investissement, il ne sera pas ressenti comme une charge lourde pour l'un ou l'autre des pays. Mais d'un autre côté, le bénéfice risque d'être multiplié par 3. Parce que les 3 pays vont certainement mettre au point une stratégie commune pour la communication et la vente des spectacles, tout ce qui est lié au spectacle, justement sous l'égide de la FIFA, puisque c'est la FIFA qui est propriétaire de la Coupe du Monde. Mais tout cela, l'événement, et tout cela va se passer dans une certaine complémentarité qui va faire que les charges ne vont pas être lourdes. Par contre, les bénéfices peuvent être multipliés. Et alors, pour ce qui est des craintes possibles, bon, à moins d'une catastrophe naturelle, moi je ne vois rien qui puisse se passer, qui puisse entraver la bonne tenue d'une compétition dans un esprit festif sur de très courtes distances, il faut le rappeler, parce que le monde va connaître maintenant aux États-Unis, au Canada et au Mexique la difficulté d'avoir, et peut-être aussi le fait d'avoir donné cette Coupe du Monde à ces 3 pays va se rendre compte un peu de la difficulté que les spectateurs vont vivre, parce que les distances sont énormes. Et le public ne pourra pas se déplacer aussi facilement que ça a été le cas au Qatar. Au Maroc, ce ne sera pas le Qatar, puisque au Qatar, c'était quasiment la même ville qui abritait la Coupe du Monde. Alors que là, ce sont 3 pays, mais 3 pays à 25-30 minutes d'avion du nord du Maroc vers le nord de l'Espagne. C'est quand même la proximité géographique fait que le public va pouvoir justement se déplacer d'une rencontre à une autre, d'un stade à un autre, et connaîtra aussi une autre façon de vivre la Coupe du Monde sur 2 continents. Comme vous le voyez sur ces images, les côtes marocaines ne sont séparées que de une quinzaine de kilomètres des côtes espagnoles, et de Tanger, vous apercevez le sud de l'Espagne. Alors, la même question, je la pose à Karim Droné par rapport aux craintes, aux pièges qu'il faut éviter, parce que qui dit compétition dit des fois des coups bas selon les acteurs dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter dans ce sens, Karim Droné? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à éviter. Il faut au contraire consolider notre dossier de candidature avec véritablement une osmose et une véritable coopération entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal pour être à l'unisson, je dirais, sur cette candidature tripartite. Moi, ce que je redoute peut-être, c'est éventuellement une candidature sud-américaine. Je pense notamment à l'Uruguay qui pourrait s'allier avec l'Argentine, donc championne du monde en titre, et qui pourrait s'allier donc avec l'Uruguay qui a été
le premier pays à organiser donc une Coupe du Monde, c'était en 1930, donc ce sera peut-être l'occasion de fêter le centenaire. Mais je pense qu'au-delà de cette date symbolique qui pourrait éventuellement séduire quelques pays, notamment sud-américains, je pense que la candidature véritablement tripartite du Maroc, de l'Espagne et du Portugal va apporter un souffle nouveau dans la façon justement d'appréhender le football. C'est la première candidature de la sorte entre deux continents, continent européen et continent africain. Et c'est une belle opportunité à saisir pour les membres de la FIFA. En tout cas, vous avez évoqué les autres candidatures. Justement, ma question suivante pour Aziz Daouda portait justement sur cette comparaison à faire entre la candidature sans précédent, donc sur deux continents qui regroupent donc le Maroc et ses voisins européens, et les autres candidatures, que ce soit en Amérique latine ou bien probablement en Asie. On parlait d'une autre candidature entre l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Grèce, mais apparemment ça a fait long feu. Pour ce qui est des probables autres candidatures, quels seront les avantages de la candidature commune méditerranéenne? Vous faites très bien de poser cette question parce que depuis tout à l'heure, dans notre narratif, tous les trois, nous sommes emportés dans l'euphorie de cette candidature et nous parlions comme si c'était déjà... On va y aller graduellement. Rassurez-vous, on va y aller graduellement. Malheureusement, on a bien vendu notre candidature. Maintenant, comparons-la aux autres. Non, mais c'est bien que dans notre narratif, on puisse utiliser des termes puissants comme ça, comme ce qui a été développé depuis tout à l'heure, pour montrer qu'on est là et qu'on est prêt. Bon, il faut que le monde entier sache que nous sommes prêts. Bien évidemment, c'est une question aussi de business. Bon, l'Uruguay est en train disons de mettre en avant qu'il a été le premier à recevoir une Coupe du Monde, etc., et qu'il est de son droit d'abriter le centenaire de la Coupe du Monde. Bon, c'est peut-être un droit aussi, c'est peut-être vrai, mais il y a un antécédent, c'est qu'on a connu la même chose avec les Jeux Olympiques. Alors, en théorie, les Jeux Olympiques devaient fêter leur centenaire, et Athènes s'était proposé pour justement abriter ce centenaire. Et quand bien même Athènes était légitime pour fêter ce centenaire, le CIO avait ajourné les Jeux Olympiques ou la possibilité pour Athènes de 4 années. Et ce qui fait que le centenaire n'avait pas été fêté à Athènes, mais avait été fêté 4 ans auparavant à Sydney. Donc ça peut être la même chose. Bien évidemment, l'Amérique latine a le droit d'être candidate comme tous les autres continents. Mais je pense que la FIFA ne va pas rater l'occasion de montrer que c'est véritablement un agent ou un vecteur d'universalisme du football et qu'il est là pour justement développer ce côté non plus que footballistique ou que du business, mais également culturel et de rapprochement entre les peuples, de rapprochement entre les continents, de paix et de concorde dans le monde. Et je pense que cette candidature africano-européenne ne peut que servir justement cet idéal de paix, cet idéal de concorde dans le monde qui est tant recherché et qu'on n'arrive pas à installer ou qu'on n'arrive pas à instaurer ou à imposer, et que le football pourrait imposer ne serait-ce que pendant la durée de la compétition qui est quand même assez longue, parce qu'il faut rappeler que le format de la Coupe du Monde va changer à partir de l'édition précédente et qu'on aura 48 clubs et donc beaucoup plus de matchs que ce que nous avons eu jusqu'à présent en Coupe du Monde. Donc, à partir de... Et beaucoup plus de continents et beaucoup plus de représentants de présence de tous les continents et donc plus d'Africains. Effectivement. Donc, ce sera en 2026, donc aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Alors, je vais reposer la même question à Karim Droné. Vous suivez ce qui se passe dans le monde du football. Si on avait à comparer la candidature qui est la nôtre à celle des autres, quels sont les éléments de comparaison qui apparaissent, Karim Droné? Je l'ai évoqué tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas photo et je pense que Aziz Daouda a parfaitement raison. C'est une opportunité pour la FIFA et la planète football de plaider en faveur du multiculturalisme aujourd'hui et justement la diversité. C'est ce que met en avant depuis plusieurs années déjà la FIFA dans sa communication, en encourageant également le développement du football en Afrique. Et je pense que là, c'est l'illustration justement avec
cette candidature tripartite, de montrer que on peut dresser des ponts, on peut relier des continents, et je pense que c'est un formidable message à faire passer donc en faveur donc de la candidature tripartite. Alors maintenant, c'est vrai, vous disiez il y a peut-être une concurrence asiatique, on n'en voit pas encore trop les prémices. Peut-être la candidature sud-américaine avec l'Uruguay et l'Argentine me paraît peut-être la plus sérieuse, mais c'est vrai aussi que nous avons, nous, un avantage, et ça on verra, justement, ça c'est bien qu'en 2026, le nouveau format de la Coupe du Monde va être testé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. C'est vrai que nous, on a l'avantage sur le plan géographique d'être très proche des autres pays qui abriteront donc la Coupe du Monde si jamais notre candidature est retenue, à savoir l'Espagne et le Portugal, alors qu'une candidature sud-américaine, bah là aussi, on risque de se retrouver confronté à des problèmes de distance, et ce n'est pas forcément intéressant pour les supporters et pour les recettes de la FIFA d'organiser en Amérique du Sud. Plutôt vaut mieux l'organiser dans le sud de l'Europe et au nord de l'Afrique, avec la candidature tripartite Maroc, Portugal et Espagne. Alors, on a parlé des soutiens en commençant cette émission, du soutien donc de l'UEFA et de la CAF. On disait qu'en termes de vote, on dépasse déjà la centaine de voix pour ce dossier. La FIFA est constituée de plus de 200 fédérations. Aziz Daouda, au cas où donc cette candidature devrait mobiliser des soutiens. Selon vous, quelles autres sphères géographiques voyez-vous soutenir de façon naturelle peut-être cette candidature? Écoutez, dans le monde du business, les amis se font rares, hein. Donc, il va falloir vraiment piocher et travailler très, très, très dur au plan diplomatique. Parce que maintenant que ce sont les pays qui votent ou les fédérations nationales qui votent, il y a donc possibilité de faire appel aux amis historiques du Maroc, que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie. Les Européens semblent être tous acquis, les Africains également semblent être tous acquis, quoique. Et donc, c'est un travail de longue haleine, et je pense que les autorités marocaines, comme les autorités espagnoles et portugaises, les fédérations nationales dans les trois pays, sont conscientes de l'enjeu, et je crois que déjà, elles sont en train de mener tambour battant une campagne assez exceptionnelle, puisque c'est la seule candidature dont on parle aujourd'hui et dont on parle sérieusement, parce que rappelons que l'annonce en avait été faite et la primeur avait été laissée à Sa Majesté Lain Soro pour qu'il en fasse l'annonce dans un congrès quand même important de la FIFA et de la Confédération africaine de football. Donc c'était quand même inédit. Puis par la suite, que ce soit le chef du gouvernement espagnol ou le chef du gouvernement portugais, ils sont à chaque fois revenus, à chaque fois que l'occasion s'est présentée, sont revenus sur cette candidature pour montrer sa solidité et son sérieux. Et donc, c'est une candidature qui semble être la meilleure possible aujourd'hui pour la FIFA, pour les multiples raisons dont on a parlé, mais qui est prise très au sérieux par les autorités dans les trois pays. Une candidature prise très au sérieux et qui donc placera ces pays, notamment le Maroc, sous le feu des projecteurs. En tout cas, il faudrait se préparer à accompagner, en tout cas à être l'objet de tous les intérêts à travers le monde. Alors, Karim Droné, on a vu ce que le Qatar a réussi durant le Mondial 2022, qui a été unanimement salué comme une réussite extraordinaire. Que ça soit sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan organisationnel. Alors, sur un plan purement sportif, si on avait à s'imaginer la Coupe du Monde 2030 en termes d'évolution footballistique, à quoi faudrait-il s'attendre? Là, on va faire du foot, de la foot fiction peut-être, hein? Oui, peut-être, oui, parce que ça va évoluer très vite dans les prochaines années, avec tous les moyens qui sont mis aujourd'hui à la disposition de nos footballeurs. C'est vrai que ça va très très vite. Les équipements entiers s'adaptent aussi à cette évolution. Alors, je ne sais pas quel type de football on verra d'ici 2030. Moi, je pense que déjà, le format de la Coupe du Monde 2026, ce sera intéressant déjà à voir comment, sur le plan organisationnel, et comment les joueurs vont s'adapter à ces différents déplacements du Canada jusqu'au Mexique et vice-versa. Ce sera peut-être un peu compliqué aussi pour les joueurs. Alors là, l'avantage évidemment sur cette candidature de Maroc pour 2030, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette proximité avec nos voisins espagnols et portugais. C'est un véritable atout. Et il y a déjà une communion
dans la pratique footballistique. Nous avons plusieurs joueurs qui ont évolué au Portugal, qui évoluent encore au Portugal et aussi en Espagne. Il suffit de regarder Youssef Nesri, sacré meilleur buteur de la Liga espagnole au mois d'avril et qui continue avec Séville à tenir la dragée haute à tous les grands clubs européens, notamment à la Juventus de Turin. Donc je pense que il y a déjà une complicité, il y a déjà des affinités entre le football marocain et le football espagnol et le football portugais. On voit aussi la présence de Yassine Bounou aussi qui fait du travail extraordinaire. Il y a aussi la statue de Badou Zaki qui est installée là où il a brillé en Espagne. Donc je pense qu'il y a véritablement des complicités. Il y a une histoire dans le football partagée entre ces trois pays, entre le Maroc, le Portugal et l'Espagne. Et c'est ça, peut-être ça l'identité future du football de demain, peut-être pour le football marocain, imprégné donc de sa culture africaine et européenne aussi, finalement. En tout cas, un football riche de par sa diversité et de par son niveau technique. Aziz Daouda, vous êtes au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme. Alors, parlons de synergie. Si vous aviez à apporter votre contribution dans cette candidature en tant qu'athlétisme africain, il est vrai que là, on parle du football, mais on parle du sport. Quel, disons, plus pouvez-vous conseiller, apporter en tant qu'athlète aux footballeurs? On n'a pas beaucoup de choses à conseiller aux footballeurs. Ils sont assez grands pour naviguer d'eux-mêmes et savoir ce qu'ils font d'eux-mêmes. On parle en termes d'organisation. Vous parlez d'athlétisme. Oui, vous parlez d'athlétisme. Bien évidemment, le sport qui représente le mieux l'Afrique aujourd'hui, c'est l'athlétisme, puisque c'est ainsi, et on le verra encore aux Jeux Olympiques en 2024. Et c'est une occasion peut-être pour l'ensemble des athlètes africains de plaider cette cause africaine pour la candidature à la Coupe du Monde que représente le Maroc, et de voir en cette candidature une chance pour l'Afrique, parce que ça va attirer l'attention sur le potentiel africain. Il est vrai que nous avons déjà abrité une Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais ça fait déjà assez longtemps. Et donc, pour les nouvelles générations, c'est aussi une façon de faire prendre conscience à la jeunesse africaine que l'Afrique est capable aussi d'abriter de grands événements sportifs et de les réussir. Et de montrer aussi à la jeunesse africaine que l'Afrique a besoin de projets fédérateurs de ce genre pour pouvoir avancer. On sait par exemple qu'en 2026, le Sénégal va abriter les Jeux de la jeunesse, ce qui est extrêmement important, puisque la jeunesse du monde entier va se retrouver à Dakar et dans la région de Dakar pour fêter l'olympisme justement dans sa splendeur, parce que les Jeux de la jeunesse sont là pour faire prendre conscience à la jeunesse du monde des valeurs de l'olympisme. Donc, ce projet fédérateur, ce projet catalyseur de développement, parce que c'est ainsi qu'il faut le voir, va avoir des retentissements et un impact sur l'économie en Afrique, sachant que le Maroc a un rôle à jouer et joue déjà un rôle extrêmement important dans le développement de l'économie africaine, mais aussi pour faire prendre conscience à la jeunesse africaine de ce potentiel qui sommeille en Afrique et qui a besoin d'être mis en avant, besoin d'être dynamisé, revivifié. Et la jeunesse d'aujourd'hui est justement très consciente des potentialités africaines, et c'est ce que je constate au niveau de l'athlétisme, c'est ce qu'on voit au niveau du football. Nous n'avons pratiquement plus de complexe envers qui que ce soit. Aujourd'hui, nos équipes nationales sont entraînées par des nationaux. Nous nous entraînons globalement et généralement dans nos pays parce que nous avons les infrastructures qu'il faut, parce que nous nous sommes dotés d'infrastructures invraisemblables. Partout en Afrique, il faut voir les progrès qui ont été réalisés à tout point de vue et qui laissent augurer d'un avenir extraordinaire pour le continent. Et cette candidature va peut-être être l'apothéose d'une époque, du début de ce siècle, du 21e siècle, disons, pour montrer que tous les progrès qui auront été réalisés par l'Afrique durant les 30 premières années du siècle. En tout cas, c'est à suivre. Karim Droné, il y a de cela plus d'une décennie, en 2010, l'Afrique organisait sa première Coupe du Monde. Le Maroc essaie de l'organiser depuis en solo. Et là, on espère que ce sera le cas avec donc, cette candidature conjointe avec ses voisins nord-européens. Les autres pays africains.
Voilà, exactement, on le souhaite tous. Alors, les autres pays africains, comment voyez-vous évoluer, Aziz Daouda l'a évoqué, comment voyez-vous de votre côté sur le plan footballistique évoluer les infrastructures sportives et en quoi cette candidature pourra inspirer? Parce qu'aujourd'hui, quand même, on constate que beaucoup de pays n'ont même pas, malheureusement, de terrain homologué par la FIFA et sont obligés de jouer à l'étranger, comme c'est souvent le cas ici au Maroc, où beaucoup de nations viennent jouer leur phase éliminatoire. Comment cette candidature peut inspirer pour développer l'infrastructure footballistique? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, c'est vrai que le football marocain est aujourd'hui classé en tête donc, de tout le football africain, et donc le football marocain peut justement peut impulser justement ce développement des infrastructures footballistiques en Afrique. Je vois par exemple au Sénégal, il y a quand même de très belles infrastructures. Vous avez une magnifique arena, notamment pour répéter les matchs de l'Africa League, la NBA Africa, qui se développe également de manière importante. Et je pense que, effectivement, il y a quand même un gros travail à faire encore aujourd'hui en termes d'infrastructure au niveau de l'Afrique. Mais le Maroc peut être le moteur justement qui peut déclencher justement le développement de ces infrastructures, à condition évidemment que les moyens suivent derrière et qu'on ait toute la rigueur et surtout toute la technicité pour pouvoir développer des stades avec des pelouses d'excellente qualité comme celle qu'on a vue au Qatar. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir peut-être par rapport à l'intervention de Aziz Daouda tout à l'heure. On peut aussi jouer sur le soft power marocain au niveau des instances africaines, que ce soit au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme, par exemple, mais aussi, on est aujourd'hui de plus en plus présent, depuis le retour du Maroc dans l'Union africaine, on est de plus en plus présent dans les confédérations africaines, et je pense par exemple à la Fédération de volleyball. Là, il y a un travail de diplomatie parallèle pour tous les sportifs à développer, certainement pour appuyer cette candidature marocaine qui est donc jointe à celle du Portugal et de l'Espagne. En tout cas, c'est très important. Alors, on avait parlé tout à l'heure des aspects politiques, économiques, infrastructures. En termes d'adhésion, on sait que c'est une aubaine pour l'économie et les secteurs économiques. En termes d'adhésion populaire et d'encadrement populaire par rapport à cette échéance, Karim Droné parlait des supporters en début d'émission. Aziz Daouda, à ce propos, en termes d'adhésion populaire, comment canaliser toute cette énergie et surtout comment la valoriser? Écoutez, quand le Qatar s'est porté candidat, tout le monde disait, mais c'est quoi cette candidature? Un pays qui ne fait même pas 1 million d'habitants, comment ils vont remplir les stades, etc., etc. Et on a vu ce que ça a été. Moi, je pense que c'est une région qui respire le football. Il n'y aura aucun. Le problème serait justement la capacité des stades à recevoir le public, parce qu'il y aura une telle demande que les stades ne pourront jamais, aucun stade au monde ne pourra jamais recevoir toutes les demandes qui vont s'exprimer pour venir assister à cette Coupe du Monde. C'est pas à ce niveau-là qu'il faut se faire des inquiétudes. Mais si vous me permettez, je vais juste revenir sur tout à l'heure. Vous avez parlé d'inspiration, que le Maroc inspire, etc. Effectivement, le Maroc inspire. Mais dans certains pays d'Afrique, ceux que vous avez cités, qui malheureusement n'ont pas encore d'infrastructure à la hauteur, ce n'est pas un manque d'inspiration ou un manque de volonté politique, c'est beaucoup plus un manque de moyens. L'infrastructure sportive coûte de plus en plus cher. Elle coûte de plus en plus cher pour la construction et l'édification, mais aussi pour l'entretien. Et certains pays ont d'autres priorités que le football et le sport, malheureusement. Mais cela n'empêche qu'ils ont une activité footballistique et que la population aime le football et aime le sport. Quand vous vous déplacez en Afrique, et c'est la chance que j'ai, vous vous rendez compte de l'engouement qu'il y a autour du sport parmi la jeunesse africaine. Et bon, mais ça va venir. Certains pays sont déjà à la hauteur ou ont dépassé carrément les normes requises. Le Maroc, la Tunisie, enfin beaucoup d'autres pays africains sont aujourd'hui au top en matière d'infrastructure. Nous avons vu ce que le Cameroun a préparé comme infrastructure pour la Coupe d'Afrique. Donc le problème est en train de se résorber et que j'espère d'ici maximum une dizaine d'années, tous les pays africains seraient dotés d'infrastructures à la hauteur de ce qui est requis par la FIFA. Alors, on sent que, en parlant de soft power, Karim Droné le disait tout à l'heure, la Fédération royale marocaine de football est très mobilisée pour adhérer ou fédérer autour de cette candidature parce que, en tout cas, il y a beaucoup de travail de lobbying qui est mené au niveau des journalistes et des leaders d'opinion sur le continent. On le voit de temps en temps.
lorsque le Maroc abrite des compétitions internationales. Justement, en termes de soft power et de mobilisation des opinions, l'Afrique compte des voix, que ce soit sur le plan politique, artistique, sportif. Karim Droné, comment les piocher, ils sont convaincus certainement, comment peuvent-ils accompagner cette candidature? Je pense qu'effectivement, on peut s'appuyer également sur tous ces athlètes, tous ces sportifs qui font honneur au continent africain et qui sont pour la plupart des grands amis du Maroc. Il faut justement exploiter cette diplomatie parallèle pour faire passer le message, montrer les atouts et les potentialités donc de la candidature marocaine pour 2030 et montrer aussi que derrière il y a beaucoup à retirer pour le continent africain et notamment pour le monde sportif africain. Donc on peut s'appuyer sur cette diplomatie parallèle avec les stars notamment de l'athlétisme issus donc du continent africain. On peut parler d'autres sports, je pense, je l'évoquais tout à l'heure, à la NBA Africa, où là aussi on peut également faire valoir un petit peu nos atouts. Alors je pense qu'il va falloir activer tous les réseaux et puis on a beaucoup d'amis, je pense notamment nous journalistes, on a aussi notre place dans la presse sportive africaine, avec notamment Morad Moutawakil, qui nous représente au niveau de l'AIPS, l'Association internationale de presse sportive Afrique. Donc, il est vice-président de cette association. Et là, je pense qu'il va falloir jouer aussi sur nos réseaux, à nous, journalistes, à nous de communiquer au mieux, justement pour donner le maximum d'énergie pour soutenir cette candidature de Maroc 2030. Alors, il nous reste à peine quelques minutes, un dernier tour de table, entre guillemets, en faisant l'axe Casa-Rabat rapidement. Je commence par Rabat avec Aziz Daouda. Alors, on va terminer sur Quand on parle de football, on parle de sport, il faut toujours des pronostics, il faut des projections. Alors, comment vous projetez en 2030 ? 2030, j'espère déjà être là en 2030. On espère tous être là. Ce serait formidable que et en je bonne sois santé là et que je surtout. puisse vivre cette grande fête du football, et non pas que du football, cette grande fête de l'humanisme. Parce que c'est ça qu'il faut voir autour de la Coupe du Monde de 2030, autour de cette candidature. Et plus proche de nous, il y a la finale de demain. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé, quand le Maroc s'est qualifié, le Sénégal était quelques heures auparavant, j'ai téléphoné à mes amis sénégalais et je leur ai dit, écoutez, le mieux qu'on puisse faire, c'est de se retrouver et de regarder cette finale en frères. Et je pense que la finale des U17 va être une finale entre deux équipes de football, certes, mais entre deux pays frères, entre deux populations qui ont des complémentarités historiques extraordinaires et humaines extraordinaires. Et pour moi, c'est les prémices autour de cette relation qui existe entre les peuples marocains et sénégalais. On peut tisser beaucoup de choses et donner beaucoup d'exemples et inspirer beaucoup d'autres régions du monde. En tout cas, le football, c'est la passion. Le football aussi est fait, le sport aussi est fait pour conscientiser et réunir, pas de diviser. Donc, c'est construire davantage de fraternité. Alors, le mot de la fin pour Karim Droné? Écoutez, si on se projette en 2030, j'ai hâte d'être installé dans une tribune, soit à Tanger, soit à Rabat, soit à Marrakech, ou à Agadir, ou Casablanca, pour assister à un bon match de la Coupe du Monde. C'est mon jeu le plus cher depuis que je suis arrivé au Maroc en 1989. Je n'attends que ça, que le Maroc puisse abriter des matchs de la Coupe du Monde pour pouvoir, avec nos amis africains, nos frères africains, partager notre même passion pour le football. En tout cas, on l'espère tous. Merci à vous deux, passionnés de sport et de football, d'athlétisme que vous êtes. Aziz Daouda, directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Merci d'avoir accepté notre invitation depuis Rabat, où vous étiez. Merci à Karim Droné également, journaliste sportif au groupe Ecomédia et créateur du site sportpro.ma. Merci à vous, Karim Droné. Merci Omar, merci à toutes les équipes de Média TV. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver questions d'actu sur notre site www.medientv.com. Bonne suite de programme sur Média TV.